Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Dans la lignée de Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola est une figure majeure de l'anthropologie en France et dans le monde. Son livre Part de la nature et culture, publié en 2005, a ouvert de nouveaux horizons pour penser le vivant à l'intérieur de nos sociétés. Nous recevons cet invité de marque pour donner du grain à moudre à l'épouvantable expo qui interrogera nos rapports effrayés et effrayants au monde vivant à partir de novembre 2024 à la Recyclerie. Dans cette conversation, Philippe Descola n'exprime pas tant sa biophobie que sa biophilie. J'ai pas du tout peur du vivant, c'est plutôt j'ai peur de l'absence du vivant. J'ai passé quelques années de ma vie en Amazonie, j'ai trouvé ça merveilleux. En fait, c'est une stimulation permanente de la sensibilité. Et face au délitement du vivant et à l'amnésie environnementale, l'anthropologue a un puissant remède. Le remède, c'est la pratique, pas simplement se promener dans les bois et dire oh et ah quand on entend des chants d'oiseaux, qu'on voit des fleurs au bord du chemin. C'est d'apprendre un petit peu ce que sont ces fleurs et ces oiseaux, c'est-à-dire acquérir un minimum de connaissances au fond sur ce monde. Cet épisode parle de peuples amazoniens, de serpents, de moustiques et de monde vivant en proie aux destructions. Bonjour Philippe Descola. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Ça va. On a l'honneur de vous recevoir dans le cadre de l'épouvantable expo, donc qui se tiendra de novembre 2024 à février 2025 à la Recyclerie. L'idée de cette exposition, c'est d'explorer nos multiples peurs liées au monde vivant et à son effondrement. Alors, première question simple. Spontanément, quand je vous parle de peur et de vivant, quelle image vous vient ? J'ai pas du tout peur du vivant, c'est plutôt j'ai peur de l'absence du vivant. Je dois dire que j'ai passé quelques années de ma vie en Amazonie. C'est un écosystème généralisé de type simple, c'est-à-dire dans lequel il y a un très grand nombre d'espèces différentes et un très petit nombre de sujets d'espèces par kilomètre carré, disons. J'ai trouvé ça merveilleux. En fait, c'est une stimulation permanente de la sensibilité. Enfin, je me suis jamais trouvé face à face avec un tigre ou avec un jaguar, donc ils ont peut-être des expériences un peu difficiles. Donc c'est pas le vivant ne m'impressionne, ne m'inquiète pas du tout. Ce qui m'inquiète, comme je dis, c'est l'absence de vivant. Et je me souviens en particulier d'un séjour en Islande, notamment au pied des glaciers. J'ai trouvé que c'était très inquiétant. L'absence de vie était très inquiétante et le côté minéral était très troublant. Il n'y avait même pas d'oiseaux de mer. C'était complètement déserté par la vie. Et donc, quand j'entends que des gens veulent fuir la Terre pour s'installer sur Mars ou sur d'autres planètes pour les coloniser, je comprends pas que ce soit même imaginable de vivre sur une planète où il n'y a pas déjà du vivant, si je puis dire. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même rapport au monde que ces gens-là. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on va explorer dans cette conversation. Nos peurs liées au vivant, puisqu'il y en a quand même aujourd'hui, on va parler notamment de biophobie, c'est-à-dire on a très peur des petites bêtes dans nos civilisations. Les araignées, les tiques, les punaises de lit, toutes ces choses qui peuvent paraître envahissantes. Et puis aussi notre peur que vous avez mentionnée par rapport à l'absence de vivant. On sait qu'aujourd'hui on est face à une 6e extinction de masse. Le vivant s'effondre littéralement et le mot est approprié pour le coup, c'est un effondrement du vivant. Et puis aussi les peurs que l'on inflige au monde vivant par notre présence sur cette terre. Pour commencer à poser un peu les bases de notre discussion, je vous propose d'écouter la question que vous a posée notre invitée précédente, qui est Swan Périssé, une humoriste qui essaye de faire marrer les gens en parlant justement de cette crise de la biodiversité, si on peut parler de crise. Et donc, Swan Périssé vous a posé une question, je vous laisse l'écouter. Cher Philippe Descola, j'espère que vous allez bien. Ma spécialité, c'est de vulgariser des sujets
sur l'écologie et je sais que vous avez plein de connaissances sur la nature, que vous appelez pas vraiment la nature, mais bon. Donc ma question c'est, Philippe Descola, comment on vulgarise des sujets sur la nature quand on a autant de connaissances que vous? Bon courage, vous avez 3 heures. Philippe Descola. Oui, merci Souad Périssé pour cette question. On ne parle pas de la nature, tout simplement. C'est-à-dire, on parle de tel ou tel milieu, de tel ou tel rapport des humains à tel ou tel milieu, de telle ou telle espèce clé à l'intérieur d'un écosystème, etc. La nature, c'est une abstraction philosophique. Et donc, on vulgarise pas la nature parce qu'on vulgarise pas une abstraction philosophique. On vulgarise pas la notion de catégorie ou la notion de métaphysique. C'est un concept qui s'est progressivement développé en Europe, qui est né en Grèce avec ce concept de la phoussis, c'est-à-dire de la nature propre d'une chose, qu'on a traduit ensuite par natura en latin. Et au XVIIe siècle, il se passe quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la nature des choses, ce qui fait que quelque chose, qu'un être quelconque a certaines qualités, certaines propriétés, cette notion se maintient, mais elle est rejointe par une notion plus générale qui est l'idée que la nature c'est un domaine, et que c'est un domaine qui est extérieur aux humains, avec ce paradoxe que les humains ont aussi une part de naturel en eux. Et ce domaine de la nature devient quelque chose vis-à-vis desquels les humains sont en position d'extériorité, de domination. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire de l'humanité, qui ne fait que s'accentuer et qui caractérise d'une certaine façon la modernité. Donc, vulgariser la nature, ça serait vulgariser ça, c'est-à-dire vulgariser l'histoire d'une idée. Très bien, très bien. Très intéressant. Alors après peut-être que ce concept de nature, quand on sait que c'est un concept, ça peut être quand même utile pour vulgariser certains sujets. On a entendu par exemple la phrase « Nous sommes la nature qui se défend sur des différents terrains de lutte ». Est-ce que vous ne pensez pas que ce mot peut être utile ici et là ? Alors, c'est intéressant de voir ce slogan qui était caractéristique de la lutte, notamment de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il faut quand même préciser que la première partie du slogan, c'est « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'idée de protection de la nature telle qu'on l'entend habituellement suppose précisément cette position de surplomb et d'extériorité des humains vis-à-vis du monde des non-humains, qu'ils soient vivants ou non vivants. Et ce que la deuxième partie du slogan « Nous sommes la nature qui se défend » suppose, c'est que précisément il n'y a pas de séparation entre les deux. Et donc le slogan en lui-même va à l'encontre d'une idée de la nature comme quelque chose d'extérieur aux humains. Dès qu'on parle de nature, d'une certaine façon, on est coincé par des formules de ce type-là, si on veut en sortir, parce que la nature, quand on dit se reconnecter avec la nature, ou entrer en communication avec la nature, ou être plus près de la nature, etc., ça présuppose d'emblée une séparation. C'est vrai. Et c'est ça le problème de ce concept, et c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Alors, on va utiliser le mot vivant aujourd'hui, et ça tombe bien, on est dans un lieu vivant. Il y a un message pour nos auditeurs et auditrices. Il y a un petit peu de bruit autour de nous. On installe une grande brocante japonaise pour ce week-end. Donc voilà, on est dans un lieu vivant. Alors revenons à cette épouvantable expo donc, qui se tiendra à la fin d'année 2024 et début d'année 2025. Il y a un mot qui commence à émerger au sein de la communauté scientifique, c'est le mot de biophobie, qui signifie qu'en nous coupant de l'altérité du vivant, nous serions de plus en plus à être effrayés par les autres formes de vie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène, selon vous ? Là aussi, c'est une relative abstraction, c'est la biophobie. Il y a des formes de vivant qui sont désagréables. Quand je disais tout à l'heure que j'ai pas peur du vivant, il y a des formes de vivant qui sont quand même désagréables. Elles n'incitent pas à prendre peur. Je reviens à mon expérience amazonienne, c'est les insectes, les moustiques. Vous avez vécu 3 ans, vous êtes en Amazonie, oui, puis j'y suis c'est ça ? revenu à intervalles réguliers. Et 3 ans d'immersion entière parmi le peuple
Achuar, Oui, qui fait partie en fait de la communauté Rivaros oui. en Amazonie Alors du maintenant, Nord. on les appelle les Ains Chicham, c'est-à-dire les gens qui parlent le Chicham, qui est la langue. D'accord. Mais bon, peu importe. C'est le terme Jivaro est un terme dépréciatif que les D'accord. Ains Chicham n'apprécient pas qu'on utilise. Donc effectivement, Donc, 3 ans en immersion totale là-bas. en immersion dans les moustiques, dans les l'équivalent amazonien des aoutas, qui sont vraiment très désagréables, les sangsues, des choses comme ça. C'est des scorpions dans les sacs de couchage ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont désagréables, mais ça ne provoque pas de phobie. Je pense qu'il y a des formes de phobie comme l'arachnophobie, par exemple, qui sont des formes de pathologiques, si je puis dire. Là, simplement, c'est désagréable parce que ça rend la vie pénible. Donc, la biophobie, ça suppose effectivement une séparation du monde en général du vivant et l'habitude d'un habitat extrêmement transformé, urbanisé, C'est ça. dans lequel on est coupé de la plupart des manifestations du vivant, sauf celles qui nous sont les plus proches, les plus familières, des animaux domestiques ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, la biophobie est en lien aussi avec la notion d'amnésie environnementale, c'est-à-dire que à mesure de l'urbanisation, de la métropolisation, de l'intensification de l'agriculture, on est arrivé à une forme de scission, de coupure, effectivement, et au fil des générations, on oublie ce que c'est l'abondance, la beauté du monde vivant. C'est ça l'amnésie, on oublie. Est-ce que vous avez un remède contre ça? Bah, c'est le remède, c'est la pratique, c'est renouer la pratique. Et non seulement renouer la pratique, c'est-à-dire pas simplement se promener dans les bois et dire oh et ah quand on entend des chants d'oiseaux, qu'on voit des fleurs au bord du chemin, c'est d'apprendre un petit peu ce que sont ces fleurs et ces oiseaux, c'est-à-dire acquérir un minimum de connaissances au fond sur ce monde qui, d'une certaine façon, continue à se présenter à nous avec une certaine altérité. J'ai une empathie avec une mésange ou avec un rouge-gorge ou avec même une buse, parce que je sais ce que je suis moi aussi un animal vivant, mais cela dit, c'est comme des formes de vie qui sont très différentes de la mienne. Et donc, on ne peut pas éliminer cette forme d'altérité. Et la réduire, ça suppose de connaître quelque chose sur les mœurs des animaux, sur la reproduction des plantes, sur leurs propriétés, des choses comme ça. Et connaître, c'est aussi avoir ensuite derrière l'envie de protéger, de s'engager pour la préservation de ces mondes, ces altérités. Oui, alors la préservation, c'est compliqué parce qu'il y a il y a la préservation préventive et la préservation protective, si je puis dire. Préventive, c'est d'éviter le développement de l'urbanisation galopante, l'artificialisation des sols, l'usage des pesticides, maintenir des endroits qui sont propices au développement de la biodiversité, des haies, des fossés, des zones humides, des choses comme ça. Puis la protection, c'est d'une certaine façon venir réparer lorsque les choses vont mal. On va revenir aux peurs liées au vivant et peut-être nous nourrir de votre expérience chez les Achuars, les Indiens d'Amazonie. Comment se manifestent les peurs chez eux? Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner quelques grandes idées de leurs peurs et à quel point leur rapport au vivant diffère d'une autre? C'est une question très vaste, je sais, mais qu'est-ce qui vous vient spontanément? Les peurs, elles sont assez semblables aux nôtres. Hein. C'est une partie du monde où il y a pas mal de serpents venimeux, dont certains sont mortels, si on veut, c'est-à-dire ils sont mortels parce qu'ils créent une telle angoisse suite à une morsure que la circulation sanguine s'accélère et donc ça favorise la diffusion du venin dans l'organisme. Donc, il y a une peur par exemple, des serpents. Et c'est effectivement, quand je faisais des généalogies, il y avait pas mal de gens qui étaient morts de morsures de serpents.
Alors là, on est sur une peur qui est quand même rationnelle. On est sur des peurs rationnelles, mais je dirais que la peur principale des Achuars, c'est peut-être la peur des morts, c'est d'être attiré dans le monde des morts, c'est-à-dire des esprits qui sont fuligineux, qui sont aveugles et sourds et qui connaissent une terrible solitude dans leur état et ils essayent d'attirer les vivants dans leur monde. C'est donc une peur métaphysique, si on veut. Enfin, nous, on l'appellera une peur métaphysique, mais en réalité, c'est une peur qui, pour eux, est très concrète. Donc, c'est des peurs de ce type-là qui dominaient. Mais c'était pas, en dehors de la peur des serpents, qui est très caractéristique, il n'y avait pas de peur du vivant. Comme le vivant, c'est une abstraction aussi, d'une certaine façon. Hein, Parce qu'aujourd'hui, on observe des peurs irrationnelles, et c'est ça aussi la biophobie, des peurs irrationnelles, c'est-à-dire des enfants qui peuvent avoir peur aujourd'hui d'un papillon, de libellules. C'est pas rationnel. On développe. Ça, je savais pas. Ça me désole. C'est des études qui ont été réalisées au Japon, il me semble, notamment. Ouais. Moi, c'est le contraire. L'un des indices de la baisse de la biodiversité. Cette expérience classique du fait que quand on circule l'été en voiture, on a de moins en moins d'insectes sur le pare-brise. Je crois que c'était l'année dernière, j'ai fait un trajet l'été et il y avait plein d'insectes sur le pare-brise et d'une certaine façon, ça m'a rassuré. C'est exactement le contraire. Ma biophilie s'est manifestée par ce symptôme. Alors Philippe Descola, pour préparer cet entretien, j'ai lu avec un immense intérêt votre livre tiré de votre expérience chez les Achuars, justement, Les Lances du Crépuscule, c'est le titre du livre, publié en 1993. Dans le prologue du livre, vous écrivez « Les colons, terrorisés par un environnement peu familier, ne s'aventurent jamais très loin en forêt. » Donc là, c'est plus que la peur des autres qu'humain, c'est la peur d'un écosystème entier. C'est un écosystème entier qui est complètement étranger, en effet. Alors, ils finissent par s'y habituer. C'est le drame de la colonisation, d'une certaine façon, au fil des siècles. En dominant l'écosystème. Oui, en dominant l'écosystème, en faisant des abattis. Le problème du front de colonisation, c'est que c'est un front. La forêt amazonienne, en général, la plupart des forêts équatoriales, en général, sont des forêts qui sont fragiles. Pourquoi ? Parce que, sauf dans les régions volcaniques, les sols sont pauvres. Autrement dit, ce sont des forêts qui vivent sur elles-mêmes, dans des cycles fermés. L'humus est produit par la décomposition de la litière végétale. On dit toujours un arbre jeune ne peut naître et se développer que sur le cadavre d'un arbre mort. Or, si on interrompt ce cycle, c'est-à-dire si on défriche, ces sols pauvres vont être détruits par le lessivage, c'est-à-dire par des pluies intenses et la radiation solaire. Donc, dans un premier temps, effectivement, face à un milieu inquiétant, la première réaction, c'est de créer un écosystème qui leur soit familier, c'est-à-dire un écosystème agricole traditionnel, et pas celui d'une horticulture des sartages. Et donc, c'est de défricher en front et de mettre en général du bétail. Alors, difficile de vous interroger, Philippe Descola, sans parler de votre ouvrage phare, qui est un ouvrage vraiment majeur de la pensée écologique, qui s'appelle « Par-delà nature et culture », que vous avez publié en 2005, dans lequel vous analysez des rapports entre l'homme et la nature dans les sociétés prémodernes. Vous n'avez même pas froncé les sourcils quand j'ai dit le mot « nature ». Donc là, on voit que libérer cette frontière entre nature et culture pourrait être tout à fait salvateur pour notre société. Sauf qu'aujourd'hui, les frontières ont tendance à se marquer d'autant plus. On a l'impression que on va pas dans le bon sens de l'histoire, si j'ose dire. Ah non, on va pas dans le bon sens de l'histoire du tout. Je pense que nous courons à la catastrophe, non pas tant du fait de l'anthropisation de la planète, mais d'un certain type d'anthropisation dont les effets sont catastrophiques. Ce qui caractérise l'action humaine à la surface de la Terre depuis les débuts de l'hominisation, c'est-à-dire depuis au moins 200 000 ans,
c'est le fait que les humains ont profondément transformé les milieux qu'ils occupent, même si c'est pas tellement visible. La forêt amazonienne a ceci de caractéristique maintenant qu'elle est anthropogénique, c'est-à-dire que sa composition floristique, partout où les humains sont intervenus, c'est-à-dire presque partout, a été profondément bouleversée. Autrement dit, la forêt amazonienne n'est pas une forêt vierge. C'est une forêt, au contraire, complètement anthropique. On peut dire la même chose pour beaucoup de milieux sur la planète. Autrement dit, ce processus d'anthropisation, il est très ancien. En quoi est-ce qu'il y a une nouveauté? C'est que la révolution industrielle d'abord et puis le développement capitaliste ensuite ont abouti au fait que la production de marchandises s'est accompagnée de l'utilisation d'énergie fossile, qui est le produit non pas des humains, c'est en général, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas parler d'anthropocène, parce que l'anthropos, c'est un humain, mais c'est pas n'importe quel humain, c'est un système capitaliste, économique et idéologique aussi, qui a eu des effets dramatiques sur la planète et qu'on doit distinguer de l'anthropisation, du mouvement général d'anthropisation caractéristique de l'habitabilité progressive de la Terre par les humains. Philippe Descola, pour éclairer nos lanternes sur ces questions de destruction du monde vivant, j'ai tendu mon micro dans un restaurant libanais et j'ai eu 2-3 réponses. Malheureusement, il n'y a que des hommes qui ont répondu à mes questions, donc je ferai un peu mieux la prochaine fois, mais je vous laisse écouter leurs réactions. Avoir peur, ça sert à rien. De toute façon, il faut vivre avec son temps. Oui, un problème général, il y a des espèces bien évidemment qui disparaissent. Il y en a d'autres, heureusement aussi, qui s'épanouissent. Donc après, faut essayer de faire la part des choses par rapport à tout ça, quoi. Alors, au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il y a une large disparition de certains animaux et insectes, mais malheureusement, suite à l'exploitation intensive des pays industrialisés, ces pays-là font beaucoup de mal à la nature. Je prends l'exemple, la Chine aujourd'hui, avec ce qu'elle rejette en espace. Est-ce que ça vous fait flipper cette situation? Non, moi ça me fait pas flipper parce que cette situation, elle s'inscrit dans un cheminement temporel. Au fait, c'est le temps. Ça me fait peur si c'est dans 2 ans, dans une semaine, mais sur une échelle de 50, 100 ans, forcément, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais on doit penser à l'avenir de nos enfants, effectivement. Surtout de la tristesse. De la tristesse et face à la bêtise de l'homme. S'il en est là, c'est qu'il est aussi dans un processus, lui. Je sais que les Indiens d'Amérique, par exemple, ils nous appellent les petits frères parce qu'on est un peu immature, on est un peu des enfants. Voilà. Après, personnellement, je déplore vraiment tout ça. Je déplore vraiment l'extinction des animaux parce que je trouve la diversité magnifique. Moi-même, je suis très proche de la nature. Après, je sais que sans la nature, on n'est rien. Et la nature survivra bien après nous. Et il renaîtra plein de choses après, quoi. Donc l'homme disparaîtra avant la nature. Des espèces disparaîtront et puis d'autres viendront par la suite. Alors Philippe Descola, ici on a plusieurs réactions contrastées. C'est pas la peur, en tout cas c'est pas systématique quand on interroge autour des destructions du monde vivant. On peut avoir des sentiments de tristesse, mais aussi cette idée qui me semble quand même discutable que de toute façon la nature, la planète, peu importe comment on l'appelle, le vivant, se remettra de nous. Sauf que le problème c'est que dans notre chute, on entraîne aussi beaucoup d'espèces animales et végétales. Tout un monde est en train de disparaître, de se déliter avec nous, quoi, avec nos sociétés. Oui, c'est certain. Il y a quelque chose de très précieux sur la Terre, c'est la vie, en effet. Alors, les spécialistes qui traquent
la vie dans les exoplanètes semble de plus en plus s'accorder au fait qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des exoplanètes où il y ait des formes de vie. Cela dit, pour le moment, on est la seule dont on soit sûr, c'est la nôtre. Et par conséquent, si la disparition de l'humanité est quelque chose qu'on peut déplorer, parce que à côté des terribles exactions que les humains ont commis, ils ont aussi produit de très belles choses, des œuvres d'art, de la musique, et on peut regretter que ces choses-là disparaissent avec eux, mais ça n'empêche que ce qui serait bien pire, c'est la disparition de la vie. Alors il est difficile d'imaginer que toute forme de vie disparaisse. Un très grand nombre de formes de vie pourront disparaître sans doute, comme il en a disparu jusqu'à présent. Ce qui est vertigineux aujourd'hui, c'est la vitesse. C'est ça qui caractérise l'accélération du processus. La sixième extinction de masse, c'est la vitesse. C'est l'accélération du processus, puisque d'année en année, on s'aperçoit que le processus va de plus en plus vite. Au fond, ce qu'on entend chez vos auditeurs, c'est à la fois, enfin chez vos locuteurs, chez les gens que vous avez, les témoins que vous avez interrogés, c'est à la fois l'idée que c'est pas quelque chose qui menace dans l'immédiat, mais que à terme ça pourrait poser problème. Et c'est en ce sens que au fond il y a une forme d'apathie chez beaucoup de gens concernant le réchauffement climatique. Je crois que la plupart des gens sont maintenant conscients du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité, mais cette apathie, elle se manifeste par le fait que c'est un développement insensible. Alors de temps en temps, il y a des cataclysmes effectivement qui sont liés au réchauffement climatique. Il y a des inondations majeures qui sont beaucoup plus communes. Il y a des sécheresses, il y a des canicules, etc. Mais on n'a pas encore l'expérience de ce que c'est que de vivre. Pas encore assez ici, quoi. Avec plusieurs degrés supplémentaires à ce que nous connaissons à présent. Je pense qu'il faut essayer de se projeter dans l'avenir. Que l'un de vos témoins évoquait ses enfants. Moi, je pense à mes petits-enfants et aux enfants de mes petits-enfants. Quel monde leur laissera-t-on, sachant, eux, que nous savions? C'est ça. Quelle réaction auront-ils vis-à-vis de nos générations pas qu'elles n'ont rien fait, mais qui ont fait si peu, au fond, pour changer les choses. Alors vous avez quand même fait pas mal pour la connaissance, Philippe Descola, et vous avez fait un pas de plus aussi ces derniers temps, avec notamment, vous êtes positionné contre la dissolution des soulèvements de la Terre. Donc, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui important de sortir de votre costume, et vous êtes encore une fois bien habillé aujourd'hui, sortir de votre position de chercheur et de politiser encore un peu plus ces sujets? Je crois que les chercheurs ont une grande responsabilité. Ils savent ce qui est en train de se passer, ils savent les conséquences. Il est de leur devoir non seulement d'avertir leurs concitoyens qui après tout financent leurs recherches, mais aussi les pouvoirs politiques de ce qui est en train de se passer, et de manifester lorsque il y a un manque de réponse vis-à-vis de la situation, de manifester de façon très vive, au fond, le danger qu'il y a à ne rien faire. Et pour ça, il faut intervenir publiquement. C'est pour ça que je l'ai fait à l'occasion de la dissolution des soulèvements de la Terre, qui luttait, il faut le rappeler, contre l'accaparement des biens communs, qui est quand même un processus qui a démarré avec les enclosures au Royaume-Uni, qui est fondé sur la spoliation des biens communaux exploités en commun par des communautés paysannes au fil du temps, leur appropriation privée qui a permis l'accumulation primitive et le développement du capitalisme industriel. Donc c'est des phénomènes historiques qu'il ne faut pas complètement oublier, mais qui continuent à être évidents à l'heure actuelle. Et l'accaparement, par exemple, de l'eau par les retenues, ce qu'on appelle les méga-bassines, c'est un mouvement qui va à l'encontre des biens communs, parce que l'eau est un bien commun, et donc que des petits groupes de producteurs s'approprient l'eau en pompant dans les nappes phréatiques pour continuer à produire des plantes comme le maïs
qui sont de moins en moins adaptés au changement climatique, me paraît être un crime. Ouais, c'est ça, on parle de maladaptation, hein, vraiment. Oui, c'est vraiment au réchauffement climatique. Vous écrivez dans Ethnographie des mondes à venir, donc une discussion avec Alessandro Pignocchi récemment publiée au Seuil. Des non-humains peuvent devenir des alliés dans une confrontation avec le capitalisme, parce qu'ils sont déjà en résistance contre ses effets les plus dévastateurs. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Là, on passe d'un intérêt pour le vivant qui pourrait sembler un peu bucolique à une lutte politique. On voit qu'on renverse la tendance. On n'a plus peur. Le vivant, les non-humains, les autres qu'humains sont nos alliés. Oui, alors il y a différentes façons de procéder. L'une des façons de procéder, c'est de bombarder de plantes qui sont résistantes aux pesticides. Mais il y a aussi l'idée plus générale que le capitalisme contemporain exploite dans un même mouvement des humains et des non-humains. Une sorte de lutte des classes écologiques, on peut dire ça ? Oui, c'est une lutte des classes écologiques en ce sens. Par exemple, les grandes exploitations de porcs dans l'ouest de la France, qui elles-mêmes vont détruire l'environnement par les nitrates qu'ils produisent, le développement des algues vertes, l'exploitation de personnel dans les usines de production de charcuterie, etc. Donc on voit qu'il y a tout un réseau de personnes humaines et non humaines, si je puis dire, qui sont exploitées à l'intérieur d'un même système de production et qui donc ont des intérêts communs. Comment vous imaginez un monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse, avec des alliances fortes avec les non-humains, avec un front de lutte écologique plus étendu? À quoi pourrait ressembler cette société ici en Occident? C'est très difficile de se projeter dans l'avenir et en général, je pense pas que c'est quelque chose que l'on doit demander aux sciences sociales, parce que la plupart du temps, nous praticiens des sciences sociales, nous avons une grande tendance à nous tromper. Il faut le reconnaître avec humilité. Quelle modestie. Oui, il faut le reconnaître avec humilité. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que à l'heure actuelle, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que peuvent se déployer simultanément deux formes d'action qui sont d'une part les collectifs alternatifs du type ZAD qui inventent et expérimentent des nouvelles formes de vie collective qui vont à l'encontre des valeurs de l'individualisme et du capitalisme, et d'autre part la possibilité qui se déploie difficilement, mais de lutter à l'intérieur des systèmes démocratiques pour obtenir des États qui soient plus démocratiques et plus sobres. Plus démocratiques, c'est-à-dire dans lesquels il y ait plus de démocratie participative et moins de démocratie représentative, c'est-à-dire dans lesquels on délègue son libre arbitre à des élus. Donc une plus grande participation des citoyens et plus sobre, c'est-à-dire qui s'efforce de véritablement lutter contre la gabegie caractéristique au fond du capitalisme tardif. Donc ces deux mouvements, avec des chaos, bien sûr, et des cas si je puis dire, ces deux mouvements me semblent être les seules façons d'envisager un monde de ce type-là, autrement qu'à travers des fuites individuelles. J'ai une maison dans le sud-ouest de la France où je suis très heureux, où je peux essayer de vivre dans l'illusion que je vis dans la nature et que je la protège, etc. Ce qui est en partie vrai, mais c'est pas des solutions individuelles. On a besoin de collectifs. Philippe Descola, dernière question. Notre prochaine invitée sera votre consoeur, l'anthropologue française Nastasia Martin, qui est spécialiste des populations du Grand Nord, que l'on va recevoir aussi dans le cadre de l'épouvantable expo qui se tiendra à la Recyclerie. Est-ce que vous avez une question pour elle ? Je connais bien Nastasia puisque j'ai dirigé sa thèse. Ah voilà. Et donc je la connais depuis le moment où elle a démarré dans ce métier. Je suis avec beaucoup d'attention ce qu'elle fait depuis quelques années. J'ai pas tellement de questions que un encouragement qui est celui de continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire à essayer de comprendre. Le mot que vous employiez tout à l'heure était très juste, les formes de maladaptation contemporaines dans différents contextes
culturels et sociaux. C'était le cas chez les Gwich'in de l'Alaska, ensuite chez les Évennes du Kamchatka. Maintenant, elle travaille en Patagonie. Et à chaque fois, elle met en évidence la façon dont des populations localement essayent de se confronter aux distorsions et à ce que le capitalisme impose en termes de destruction des milieux, et essayent de trouver des solutions, au fond, pour sortir de ces situations quasiment inextricables dans lesquelles elles sont placées. Donc c'est à la fois un travail scientifique que j'admire, parce que c'est vraiment des terrains qui sont très bien menés et qui sont difficiles, et en même temps le résultat politique est là, c'est-à-dire que ça nous permet de comprendre la diversité des façons de faire face aux malheurs du monde. Eh ben, le message sera transmis, Anastasia. Merci, un grand merci, Philippe Descola. Merci pour votre temps, pour votre générosité. Et puis, vous viendrez à la recyclerie quand l'expo sera prête. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.